Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire qui cette fois-ci va s'intéresser aux bons réflexes à avoir pour la protection des données qui sont sous votre responsabilité et pour lesquels le règlement européen pour la protection des données, le RGPD, attend de votre part la plus grande vigilance. Je suis Jean-Marc Provenche, je participe à un collectif d'experts qui s'appelle Top RGPD. Nous rassemblons des DPO certifiés. On verra un petit peu plus tard quelle est la mission du Data Protection Officer ou en français du DPD, le délégué à la protection des données. Nos DPO, DPD sont certifiés par le CNAM, ils suivent une formation de 18 mois. On a également dans l'équipe des avocats NTIC, donc des avocats spécialisés dans les nouvelles technologies informatiques et de communication. Bref, tout ce qui tourne autour de l'informatique. Et on a également, pour terminer, des experts IT avec minimum plus de 15 ans d'expérience. On va le voir d'ailleurs dans ce webinaire, puisqu'on est assez orienté IT cette fois-ci. Ils travaillent sur tout ce qui est cybersécurité, la data. Bon, ils peuvent assumer des responsabilités en termes d'organisation, de direction de programme également, si on travaille sur des projets plus ambitieux. Je suis accompagné de Roland Bonneau, qui est un expert pen test chez DBM Partners, notre partenaire. Concernant le webinaire que nous allons démarrer, nous allons tenter d'aborder la dimension informatique du règlement et tout particulièrement les bons réflexes à avoir pour la protection des données. Donc on est vraiment dans une approche très, très pragmatique et on terminera un petit peu pour voir comment on peut auditer aussi un système pour s'assurer qu'il va respecter un certain nombre de règles. Le format du webinaire est le suivant, c'est 20 minutes à peu près de présentation sur le sujet. Vous disposez ensuite d'une demi-heure à trois quarts d'heure pour poser vos questions. Les questions nous sont adressées par chat. On va commencer à répondre aux questions au fil de l'eau à la fin de la présentation. Donc, vous pouvez commencer éventuellement à poser les questions, mais on pourra démarrer que à la fin de cette présentation. Voilà, et bien écoutez, ce que je vous propose, c'est que nous commencions la présentation. L'agenda que je vous propose, écoutez, on va d'abord quand même un petit peu revoir ce qu'est le RGPD dans ses grandes lignes, hein, juste voir un petit peu l'historique, les grandes orientations, et qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement que se mettre en conformité. À partir du moment où on aura bien revisité cet aspect-là, on va pouvoir aborder cette fois-ci le monde de la sécurité. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu déjà l'évolution sur les dernières années, hein, de comment évoluent aujourd'hui les cybersinistres et comment donc on doit se préparer à réagir derrière. Hein. J'ai trouvé intéressant de reprendre un petit peu le top 10 des failles qu'on peut avoir. Hein, avec ses conséquences, de manière à comprendre un petit peu, ça, c'est souvent un monde qu'on connaît peu, parce que évidemment les entreprises qui subissent des attaques vont conserver une parfaite discrétion. Alors, au passage, dans le cadre du RGPD, il y a obligation, si jamais il y a hacking de vos données, de vous en informer. Hein, donc ce qui rend aujourd'hui le sujet particulièrement sensible pour les entreprises, qui voient là un déficit de marque en cas de faille. On va reprendre derrière quand même les principes fondamentaux de la sécurité. C'est quoi? C'est les différents aspects qu'on doit aborder quand on regarde la sécurité. Alors une fois de plus, toujours de façon très simple, hein, très 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 pragmatique. Ça va nous permettre de reprendre les règles essentielles, très opérationnelles, que l'on doit respecter en termes de sécurité informatique. Hein. On terminera sur des méthodes, hein, sur des méthodes d'audit qui permettent d'évaluer le niveau d'imperméabilité, que ce soit son système d'information interne ou son site web. Donc là, on a un expert du pen testing qui nous expliquera un petit peu comment il travaille. Et aujourd'hui, on fait très très régulièrement appel au pen testing dans le cadre de la mise en conformité RGPD. Alors, quelles sont les grandes orientations du RGPD? Bon, si on le prend en prenant en avant le point 3, c'est quand même avant tout le renforcement des droits des personnes. Hein. Donc, on va s'intéresser à la notion de consentement renforcé, hein, c'est-à-dire que je dois consentir à ce qu'une information me concernant soit collectée. Il y a la transparence, qui est un élément fondamental du RGPD. On parle également de loyauté, hein, donc c'est un principe de loyauté qui doit être respecté de bout en bout d'un principe sur un traitement.
Le droit à l'information, j'ai le droit de savoir l'information qui est collectée me concernant. Et puis ensuite, on va parler de la rectification. Je peux demander à modifier cette information. La portabilité, bon, qui est un concept un peu particulier qu'on trouve essentiellement pour l'instant chez les opérateurs télécoms, qui vise à dire je peux faire assurer la portabilité de mon numéro de téléphone, mais aussi des informations qui sont par derrière collectées pour être capable de gérer mon abonnement. Donc c'est quelque chose qui est transféré automatiquement d'une entreprise à l'autre, d'un fournisseur à l'autre. Et puis le fameux droit à l'oubli, bah, qui est tout simplement qui est une demande de ma part où je demande à ce que je n'apparaisse plus, par exemple, sur le moteur de recherche Google. Alors, le point fondamental du RGPD, bah, ça va être autour de la responsabilisation. Hein, c'est-à-dire que les acteurs qui traitent des données deviennent responsables de traitement. Donc on va d'une part avoir le responsable du traitement, qui est donc en général l'organisation ou l'entreprise qui va lancer un traitement et qui va devoir définir la finalité pour laquelle elle veut que ce traitement ait lieu. Et puis on a d'autre part également la responsabilisation des entreprises qui fournissent ou qui hébergent des données qu'on va désigner comme sous-traitants et qui vont avoir une véritable responsabilité puisqu'ils devront à leur tour être conformes RGPD. La conformité RGPD ne pourra être acquise qu'à partir du moment où mes sous-traitants et moi-même sommes conformes RGPD. Pour terminer, la crédibilisation de la régulation, bah, tout simplement, c'est qu'on va rentrer dans un cadre juridique unifié, d'une part, au niveau de l'ensemble de l'Europe, hein, et puis il va y avoir des sanctions. Hein, donc la CNIL avait annoncé que les sanctions seraient modérées sur l'année 2018, hein, de manière à permettre à chacun de se mettre en route sur la conformité RGPD. Par contre, clairement, on voit un certain nombre de sanctions qui commencent à tomber. Bon, la dernière, évidemment, qui fait écho, c'est les 50 millions d'euros pour Google. Mais on a eu en fin d'année dernière également, par exemple, un hôpital au Portugal, hein, de Bareiro, qui a une sanction de 400 000 euros. Bref, donc il y a aujourd'hui une prise de position claire et l'Europe a réinsisté pour l'année 2019 en disant que la France était très en retard. Par exemple, la Hollande, doit être à 500 sanctions sur l'année dernière. Nous, on doit en être à peine une dizaine. Et donc, il y a une demande de l'Europe hein, d'intensifier les sanctions au niveau français. Donc, toute une organisation au niveau de la CNIL vient d'être mise en œuvre pour permettre d'exécuter la demande européenne. On a enfin un devoir d'information, à savoir que le responsable de traitement, donc l'entreprise ou l'organisation qui a lancé un traitement et qui est responsable de la gestion de données personnelles, a une obligation de prévenir les propriétaires des données en cas de perte, de fuite ou de vol hein, de ces données. Donc en termes d'image, c'est quand même un préjudice qui peut aller assez loin. Pour terminer sur le sujet à proprement parler du RGPD, bon, les grandes étapes de mise en place du RGPD, c'est en général, alors bon, tout le monde n'a pas obligation d'avoir un DPO, donc un Data Protection Officer. Bon, là, l'usage montre qu'au bout du compte, il y en a quand même bien 90% pour mille et une raisons qui sont obligés d'en avoir. Hein. Donc on doit désigner un pilote. Derrière, on a parlé du registre des traitements. Donc l'idée, c'est de cartographier l'ensemble des traitements qui sont faits au sein d'une organisation. Donc les traitements effectués, les catégories des données de personnes qui sont traitées, les acteurs. Bon, on verra un petit peu plus tard, on rentrera un peu plus dans le détail. On soit s'intéresser ensuite à, ben voilà, j'ai cartographié les traitements, donc quelles sont les actions que je dois mener pour devenir conforme RGPD. Donc on va définir un plan d'action, on doit l'exécuter. Si à ce moment-là, le CNIL intervient pour faire un contrôle, ben, elle va d'une part valider le fait qu'on est en cours de mise en conformité, et d'autre part, va revenir régulièrement pour s'assurer que le plan est exécuté exactement dans les termes de ce qui aura été présenté. Les risques, hein, on va s'intéresser ensuite aux données qui sont jugées sensibles. Donc, il y a soit on considère qu'il n'y a pas de données particulièrement sensibles et on s'arrête là, soit on va rentrer dans un travail qui est relativement fastidieux, hein, qui va faire ce qu'on appelle un PIA, qui est donc une recherche de risque. Hein. Donc, donc on va d'abord faire un PIA de PIA, c'est-à-dire qu'on va juste rapidement survoler les données qui ont pu être collectées, qui sont rentrées dans le registre et voir si elles peuvent être sensibles. Et puis dans une deuxième phase, on va décider ou non de démarrer un PIA qui là pour le coup peut prendre plusieurs journées.
Pour terminer, ben, on va rentrer après dans une logique de je suis arrivé à un certain niveau de conformité, quelles sont les dernières étapes pour que je puisse devenir conforme à 100%. Et on va s'intéresser alors à un point qui n'est pas négligeable, qui est ce qu'on appelle le privacy by design et le privacy by default. Tout ce qui s'est passé avant le 25 mai 2018, il est accepté que ça puisse être un petit peu, qu'on a fait le mieux possible pour être capable de faire évoluer les traitements de manière à ce qu'ils soient au plus proche du RGPD. Par contre, quand on rentre dans tout ce qui démarre à compter du 25 mai 2018, c'est considéré comme démarrer from scratch, hein, et donc on va exiger ce qu'on appelle le privacy by design, c'est-à-dire qu'on doit obligatoirement, dans toute création de traitement, y intégrer le RGPD. Donc il n'y a pas de demi-mesure, hein, le RGPD doit être à 100%, et c'est là où il faut être extrêmement vigilant. Derrière, ben, il y a toute une notion de sensibilisation et d'informer. Il y a traiter les réclamations, hein, on me demande un droit à l'oubli, ben, il faut que je sois capable de le traiter derrière. Et puis il y a un échange avec la CNIL qui est important puisqu'on doit les informer dès qu'il y a entre autres des violations de données. Le décor étant planté, on va pouvoir maintenant rentrer un petit peu plus dans le détail de ce que représente le RGPD pour les sous-traitants. Concernant l'évolution des cybersinistres, sur l'Europe, on a essayé de limiter à cela. Alors, les données ne sont pas tout à fait très récentes, hein, mais elles permettent quand même de voir un petit peu la tendance, hein. Donc, grosso modo, le volume de cybersinistres réparti entre 2013 et 2017, bah, grosso modo, 2017 représente le même volume que la somme de 2013, 2014, 2015 et 2016. Donc c'est une progression exponentielle, hein, de la cybercriminalité. Et donc aujourd'hui, ce qu'on doit retenir, c'est que personne est à l'abri d'une attaque, d'une malveillance extérieure, hein. Et donc on est obligé de prendre des dispositions beaucoup plus importantes qu'on devait le prendre il y a encore quelques années. Et bien évidemment, dans le cadre du RGPD, il y a une attente très importante de la part de l'Europe sur la capacité des organisations à se protéger. Concernant le type de faille, hein, qu'on pourrait rencontrer, bon, l'idée n'est pas du tout de faire un cours sur la sécurité, hein. Donc l'idée c'est juste une prise de conscience, hein, aujourd'hui de qu'est-ce que ça veut vouloir dire. Donc là, c'est les statistiques qui ont été émises par Wavestone. On observe, hein, que la volumétrie la plus importante en termes de faille, bah, c'est quelque chose qui dans le fond est très mineur, hein, en termes d'impact, hein, puisque ça représente 88% des événements, où là c'est des informations techniques superflues qui sont diffusées. Bon, ensuite, on a un certain nombre de points qui sont des actions. Alors, faut noter, hein, simplement, c'est tout doucement, on rentre dans des schémas où l'intrus, le malveillant, va être capable d'agir sur le système d'information. Alors là, on est sur la partie web, hein, donc je n'allais pas prendre tous les sujets les uns derrière les autres, hein. C'était juste pour se faire une idée un petit peu de ce qu'il est possible de faire. Donc par exemple, si on prend le quatrième point, on est en mesure de piéger un utilisateur visitant le site en lui faisant exécuter des choses particulières, hein. Donc on s'aperçoit que tout d'un coup, bah, l'intrus est capable de prendre la main sur l'utilisateur et lui faire exécuter un certain nombre d'instructions qui peuvent avoir évidemment des conséquences, hein, sur le système d'information. Si on termine tout en bas dans quelque chose qui est considéré comme majeur en termes de faille, bah, on s'aperçoit que un attaquant peut collecter toutes les données du site, hein. Donc c'est quand même pas anodin. Imaginez qu'on doit soit sur du e-commerce ou sur d'autres environnements où l'information est hautement stratégique, hein. Bah, il y a la capacité pour des intrus de pouvoir prendre la main si on ne prend pas les dispositions nécessaires pour se protéger. Bon, c'est juste un bref, une fois plus dans le format du webinaire, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais ça permet de se faire une idée un petit peu de ce qui se passe. Pour les principes fondamentaux de la sécurité, donc on va s'intéresser évidemment à l'authentification des utilisateurs. On verra d'ailleurs que dans le courant de l'année 2019, hein, le règlement RGPD va se renforcer.
Il va y avoir la loi Privacy 2019. Hein. On en attend incessamment souvent peu les éléments. Et l'authentification va être fortement renforcée. Donc les modalités d'authentification ne se suffiront pas d'un simple mot de passe et d'un user. Hein. On en parlera à ce moment-là puisque les textes ne sont toujours pas sortis. Le contrôle d'accès aux ressources, bah évidemment, hein, c'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas accéder à n'importe quelle ressource. Alors c'est d'autant plus vrai dans le RGPD hein, que on considère qu'il faut d'une part minimiser les données que l'on traite, hein, mais d'autre part minimiser les acteurs susceptibles de consulter, de modifier, de manipuler les données. Hein. Donc le contrôle d'accès est un élément important du RGPD. La confidentialité, bah, bien sûr, hein, c'est je garantis la confidentialité des informations, c'est-à-dire que j'empêche quiconque de pouvoir avoir accès à des informations qui ne pourraient pas lui être, qui ne lui seraient pas autorisées, hein, tout simplement. L'intégrité des données, bah, ça tourne autour du fait que les données ne puissent pas être détruites ou transformées, que si elles sont détruites, qu'on puisse les avoir sauvegardées pour les restaurer, quoi. C'est tout le sujet autour du fait de ne pas perdre des données. La non-répudiation, c'est plus orienté sur le web. Hein. C'est le fait qu'un contrat établi entre deux parties du type sur de l'e-commerce, hein, entre un client et le site e-commerce qui va vendre un bien, et ben c'est de garantir qu'il n'y aura pas répudiation du contrat qui a été établi à ce moment-là, au moment de l'achat. La disponibilité du service, bah, c'est évidemment de s'assurer que l'information, quoi, ce qui porte l'information est totalement disponible. Et aujourd'hui, on est clairement en H24 avec des niveaux de disponibilité extrêmement importantes. Hein. Être en dessous aujourd'hui n'a plus aucun sens et peut avoir un risque concurrentiel extrêmement important. Pour terminer, bon, il y a tout ce qui est les traces de sécurité. Bon, là, on rentre plus dans dans des éléments plus informaticiens, on va dire. Hein. Ce qu'il faut retenir, c'est que le niveau de sécurité va être quelque part le niveau du maillon le plus faible. Donc chaque axe de sécurité mérite une attention particulière de manière à garantir globalement un niveau de sécurité satisfaisant. Un petit volet un petit rappel hein, sur les règles essentielles de la sécurité informatique. Donc, grosso modo, c'est quoi les bonnes pratiques, quoi, qui va faire que d'ores et déjà, pouvoir déjà garantir ce type de disposition représente un atout certain en termes de sécurité. Donc on a la notion donc de mettre à jour ces logiciels régulièrement. Alors pourquoi? Parce que dans les logiciels, il y a ce qu'on appelle, alors que ça soit des logiciels exposés sur le web, mais c'est également vrai en interne dans le système d'information d'une organisation, bah, les logiciels ont un certain nombre de failles de sécurité et les éditeurs, des gens comme Microsoft, on le voit très souvent avec leur système d'exploitation comme Windows, sont amenés à découvrir des failles de sécurité, les éliminer, faire en sorte que le logiciel ne puisse plus être attaqué par ce côté-là. Et donc les mises à jour sont essentielles. Hein. Donc souvent des gens qui disent moi je mets pas de mise à jour parce que ça risque de mettre mon système en vrac, bah, ils ont totalement tort parce que c'est plutôt le fait de ne pas le faire qui risque de avoir des conséquences qui sont significatives. On a le mode administrateur, donc je pense que pour ceux c'est un peu technique, mais c'est un mode qui permet de faire des choses plus importantes que l'utilisateur lambda, donc il faut faire attention à ce mode. Les sauvegardes régulières qui permettent justement au niveau de l'intégrité des données de pouvoir récupérer des données. Le Wi-Fi est un endroit où il est très facile de rentrer dans les systèmes, donc je veux dire, il faut sécuriser, mettre des mots de passe, voire passer à des systèmes beaucoup plus sophistiqués pour éviter cette faille qui est considérable. Et puis tout ce qui est l'utilisation de la messagerie, je rappelle que ouvrir un message de type spam, si vous avez quelque chose de louche, bah, le fait de l'ouvrir peut exécuter du code qui va venir infecter votre système de façon plus ou moins importante. Sur Internet, bah, je fais attention quand je vais dans les paiements en ligne. Je ne vais que télécharger les logiciels sur les sites officiels. Mon smartphone, bah, c'est pareil qu'un ordinateur, donc c'est pareil. Je prends les mêmes dispositions. Et puis, bien faire la part des choses entre une utilisation professionnelle et personnelle.
parce que le mixte entre les deux peut avoir des conséquences très importantes au niveau de l'organisation. Je vais passer la parole maintenant à Roland qui va nous expliquer un petit peu comment peut se passer un audit permettant d'évaluer le niveau de perméabilité et du risque de votre entreprise. Bonjour à tous, je suis Roland Bonneau, consultant senior en cybersécurité, spécialisé en tests d'intrusion et hacker éthique. Je vais commencer par vous apprendre ou vous rappeler qu'il existe des statistiques concernant le nombre d'organisations, les entreprises, les collectivités publiques qui ont été victimes d'une fuite de données suite à une attaque. Alors, depuis 2013, au niveau mondial, d'après le site breachevelindex.com, ce sont exactement 14 717 618 286 enregistrements de données qui ont été ou perdus ou volés. Parmi eux, évidemment, un nombre important lié à des données à caractère personnel. Cela représente plus de 6 millions de pertes de données par jour, un peu plus de 267 000 par heure ou 4 000 enregistrements volés ou perdus par minute. Or, si ces vols ont pu avoir lieu, c'est en partie parce qu'une compromission informatique a eu lieu, bien qu'évidemment elles peuvent avoir été volées ou perdues d'une autre façon. Par exemple, le vol d'un ordinateur portable non chiffré, des archives papier non détruites, ou encore une clé USB sur laquelle avaient été enregistrées des choses importantes qui a été perdue. Donc les failles, les compromissions informatiques sont possibles car différentes failles sont exploitées par les acteurs malveillants. Les failles logicielles, parmi les plus connues qui ont été, voilà, comme les injections SQL, ce genre de techniques qui sont très très bien documentées, mais beaucoup plus prosaïquement, ça peut être des mots de passe faibles, c'est encore extrêmement répandu, ou alors la réutilisation d'un même mot de passe pour accéder à différents services quand un seul de ces mots de passe a été compromis. Alors, les compromissions peuvent avoir lieu depuis Internet, notamment quand le site web d'une organisation a été attaqué avec succès. Alors, les sites web peuvent appartenir directement à l'organisation victime. Ça peut être des sites en production, ça peut être des sites de pré-production qui ont été oubliés, ça peut également être des sites web de fournisseurs qui ont été compromis. Les attaquants ont accédé aux fichiers clients et par ce biais-là, on rebondit pour attaquer d'autres victimes. Elles peuvent également avoir lieu depuis l'intérieur d'une organisation. Typiquement, quand un collaborateur ouvre un fichier contenant un logiciel malicieux, celui-ci s'exécutera et se répandra ensuite. Ça peut être depuis un poste personnel utilisé à des fins professionnelles ou depuis un poste professionnel utilisé à des fins personnelles. Les attaques peuvent être ciblées ou génériques. En général, quand c'est générique, ce sont des attaques qui s'appuient lourdement sur l'automatisation. Les attaquants cherchent à rentabiliser leur temps en exploitant les dernières failles publiées et connues. Les attaques ciblées sont beaucoup plus rares. Elles sont le fait de gens extrêmement motivés et compétents qui prennent tout leur temps et qui ont tout leur temps pour pouvoir parvenir à leur fin. Alors, maintenant que RGPD a officialisé la valeur marchande des caractères à données personnelles, puisqu'il peut y avoir des amendes euh, infligées en cas de non-respect de la protection de ces données, ce qui fait que maintenant des organisations peuvent être attaquées uniquement parce qu'on suppose, à raison, qu'elles contiennent des données à caractère personnel. Indépendamment d'autres assets qu'elles puissent posséder, comme des brevets, des licences logicielles, de la puissance de calcul. Donc il est essentiel de savoir s'il est possible pour un acteur malveillant de pouvoir accéder à ce type de données depuis différents endroits, donc depuis Internet, depuis l'intérieur, depuis un poste personnel, un poste professionnel, depuis le Wi-Fi du café, etc., etc. Et surtout, en combien de temps? Car nous l'avons dit précédemment, les attaquants motivés ont absolument tout leur temps. Maintenant, si une organisation se fait compromettre en moins de 24 heures, cela veut vraiment dire qu'il y a un problème et qu'il faut rapidement sécuriser. Donc, si un attaquant parvient à rentrer qu'il a pour objectif de voler des données à caractère personnel, il faut bien entendu qu'il puisse les exfiltrer et les sortir. Donc, il
est essentiel également de vérifier que l'envoi de données à l'extérieur de l'organisation soit quasiment impossible. Je ne veux pas dire impossible parce que ce ne sera pas forcément toujours le cas, mais en tout cas rendu extrêmement difficile, suffisamment difficile pour qu'une alerte puisse être levée afin que la direction puisse réagir et mettre fin à l'attaque. Donc, pour ce faire, il y a une méthode d'audit qui est extrêmement éprouvée et utilisée depuis longtemps, qui est le pen testing, c'est-à-dire le test de pénétration. On réalise cela en s'appuyant sur une démarche en 7 points avec les clients qui souhaitent se faire auditer. On définit ensemble le périmètre et quels outils vont être utilisés. Ensuite, notre équipe se livre à une collecte d'informations sur l'organisation ou sur, pour des périmètres plus restreints, l'application qui va être auditée. Ces informations collectées peuvent être aussi bien des données, des profils sur les réseaux sociaux que les technologies employées, par exemple. Alors, ça après, la cartographie réseau dépend évidemment du périmètre sollicité pour l'audit. Ça consiste à savoir comment sont liés les différents éléments fonctionnels du SI les uns aux autres. Nous nous livrons également une qualification applicative des logiciels, savoir s'ils ont été développés en interne, s'ils proviennent d'éditeurs, s'ils sont correctement mis à jour, etc., etc. Nous produisons une synthèse des vulnérabilités découvertes, ainsi que l'élaboration et la réalisation de scénarios d'attaque. Alors l'élaboration, ça reste quelque chose de théorique. Quant à la réalisation, nous réalisons effectivement l'attaque en nous appuyant sur les failles découvertes et sur le scénario élaboré par nos soins et avec l'accord du client qui valide. Et une fois tous ces exercices réalisés, nous produisons une synthèse, bien entendu, et une préconisation pour améliorer et faire disparaître les failles éventuellement découvertes au cours de l'audit. Il y a après trois méthodes en gros, hein, grosso modo, pour mener ces tests de pénétration. Deux d'entre elles s'appuient sur le niveau de connaissance que l'on a de l'organisation. La première méthode est dite black box, en français boîte noire, c'est-à-dire que les auditeurs n'ont aucune connaissance de l'organisation en dehors des informations publiquement disponibles. Et à partir de là, les pentesters essayent de pouvoir rentrer dans l'organisation et d'exfiltrer des données à caractère personnel. Donc le test d'intrusion, lui, dit Greybox, se produit quand les auditeurs ont un niveau un peu plus élevé de connaissance de l'organisation. Typiquement, ils possèdent déjà, fourni par le client, un identifiant valide et les mots de passe associés ou toute autre méthode permettant de s'authentifier auprès du système d'information de l'organisation. La troisième méthode, elle, est moins un test de pénétration qu'un audit en tant que tel, c'est l'audit d'architecture, c'est-à-dire qu'on évalue, on regarde comment sont organisés les différents assets du système d'information, les serveurs de base de données, les serveurs web, la présence ou l'absence de DMZ, la présence ou l'absence de réseau d'administration, l'étanchéité des différents réseaux, etc., etc. Voilà, donc ce découpage permet d'assurer une couverture optimisée de la surface d'attaque exposée. Et bien entendu, si vous avez besoin de davantage de précision, n'hésitez pas à me solliciter. Merci. Pour terminer, une petite page de publicité concernant Top RGPD. Top RGPD est un collectif d'experts RGPD confirmés, avec 3 grandes disciplines. D'une part, un DPO, donc des DPO qui sont formés, principalement au CNAM, puisque c'est principalement au CNAM qu'on trouve des formations de plusieurs mois permettant effectivement de couvrir de façon raisonnable le sujet du RGPD. Des avocats NTIC, donc qui sont d'une part avocats et d'autre part spécialisés sur les nouvelles technologies informatiques et de la communication. Et pour terminer, des experts IT, donc c'est des gens qui ont au moins 15 ans d'expérience dans le domaine, j'en fais partie, qui vont s'intéresser à tous les sujets de la donnée en termes de sécurité, cybersécurité, mais aussi tout le sujet de l'organisation, puisqu'on s'aperçoit que la mise en conformité RGPD d'une organisation amène à revoir certains points d'organisation de manière à permettre une maintenance du RGPD dans les meilleures conditions.
Le premier cercle du collectif Top RGPD est constitué de 4 personnes qui, quelque part, sont représentatives des disciplines que j'évoquais plus haut. On a un avocat éthique qui va évidemment être lead dans tous les sujets juridiques, 2 DPO certifiés CNAM et un expert IT, donc en ma personne, pour porter tous les sujets autour de la data. Nous intervenons à 4 niveaux. Au niveau de l'audit, hein, donc pouvoir établir un état des lieux à un instant T d'une organisation par rapport à sa conformité RGPD et être en mesure de définir un plan d'action pour avancer sur le sujet. L'Académie RGPD, c'est l'ensemble des modules de formation qui sont à disposition de nos clients. On a d'une part des formations de type sensibilisation, et aussi des formations très orientées par fonction, hein, donc pour le management, pour les ressources humaines, action commerciale, le marketing, dans les domaines de la santé par exemple. L'outline vous permet 5 jours sur 7 d'obtenir des réponses plus précises autour du RGPD. Donc on va vous apporter des réponses très opérationnelles, hein. L'idée c'est véritablement que par exemple si vous avez besoin d'insérer des éléments juridiques au niveau d'un contrat, qu'on soit capable de vous fournir ces éléments et que vous puissiez immédiatement les exploiter. Pour terminer, on intervient en tant que DPO externalisé, c'est-à-dire que aujourd'hui vous avez 87% des entreprises qui décident d'avoir recours à des DPO externalisés. Nous sommes donc en mesure de répondre à ce type de demande. Le premier volet donc de ce webinaire se termine, hein. Alors toujours très frustrant de balayer des sujets aussi riches en très peu de temps, mais ça fait aussi l'intérêt de la démarche qui est de ne pas abuser non plus du temps de chacun au niveau professionnel. On va passer au deuxième volet, hein, donc je rappelle le principe, hein, c'est à partir de maintenant, donc vous allez pouvoir chatter et poser des questions, et je tenterai dans la mesure du possible d'y répondre. Si par hasard j'avais un doute parce qu'en général ce sont souvent des questions très précises, j'hésiterai pas à ce moment-là à vous renvoyer un email avec les questions qui sont restées en suspens et pour lesquelles je me retournerai auprès de mes DPO pour qu'ils me donnent toutes les informations nécessaires. Je rappelle pour ma part que je suis expert RGPD dans le monde IT. Je suis accompagné de Roland Bonneau, qui est un expert pentest chez DBM Partners, notre partenaire. Eh bien écoutez, c'est à vous. Donc n'hésitez pas à poser des questions qui viennent, il n'y a pas de mauvaises questions. Donc là c'est l'occasion C'est un sujet qui est évidemment éminemment important d'un point de vue RGPD, puisque il s'agit de garantir la protection de nos données. Donc je rappelle quand même que le RGPD c'est une vocation qui est intéressante parce que ça nous concerne tous, hein, c'est pour nous, pour nos enfants, c'est faire en sorte, c'est peut-être un petit ruisseau qui alimente un fleuve derrière, hein, mais on a il y a une vraie vocation, et en tout cas nous à Top RGPD, il y a une vraie volonté de faire appliquer le RGPD pour effectivement rentrer dans un cercle vertueux. Donc, donc voilà, donc c'est à ne pas négliger. Alors, concernant, donc ça c'est un sujet, donc pour l'instant, donc purement RGPD, donc la rédaction d'un document RGPD. Alors, il n'y a pas la rédaction d'un document RGPD, il y a un certain nombre d'éléments que l'on doit être capable de fournir. Le premier étant ce qu'on appelle le registre, hein, donc le registre des traitements, dans lequel on va, donc tout ce qui est, je sais pas quoi, le logiciel de paie, le CRM, etc. On va, d'une part, donc c'est un document qui est disponible sur le site de la CNIL, hein. Donc après il y a des logiciels, etc. Nous ça dépend du volume de traitement que l'on va devoir y inscrire, hein. Et donc on répond à des questions extrêmement précises. C'est quoi la finalité? Et ensuite on s'intéresse aux données qui sont associées à ce traitement, et on va s'assurer qu'elles sont justifiées. Si jamais il y a une information qui est saisie et qui au bout du compte ne va pas alimenter la finalité que l'on souhaite atteindre,
et ben quelque part, on va détruire cette donnée et elle ne sera plus. Voilà. Donc, il y a le registre des traitements, c'est quelque chose de fondamental, c'est la base hein, du RGPD. Et ensuite, il peut y avoir toute une documentation qui décrit les procédures que l'on met en œuvre, par exemple, par rapport à toutes les demandes de suppression de l'information, comment je la rectifie, comment je garantis attendre 72 heures, etc. Quoi, il y a tout un processus qu'on doit respecter. Donc, voilà, c'est ça pour les documents. Alors, donc le principe qui était de déclarer est un principe qui est quelque part devenu obsolète, hein, puisque c'était l'ancien principe de l'informatique du CNIL. Mais depuis le 25 mai 2018, donc date de la mise en application du RGPD, en fait, on a inversé la chose, hein, c'est-à-dire que avant, on envoyait une déclaration à la CNIL et si elle ne bougeait pas au bout d'un mois, c'était considéré comme accepté. Et comme ils n'avaient absolument pas les moyens de répondre, donc c'était accepté systématiquement, il s'avère qu'aujourd'hui, vous avez l'obligation d'être conforme. C'est-à-dire que si la CNIL intervient et audite votre système, vous devez avoir répondu à l'ensemble des règles du règlement général de la protection des données, à défaut de quoi, bah, vous aurez une sanction de 4% de votre chiffre d'affaires annuel mondial ou 20 millions d'euros. Je ne l'ai jamais vu appliquer, mais en attendant, c'est donc il n'y a pas de déclaration. Hein, vous devez maintenir votre registre des traitements et des données et un certain nombre de documents. Et il y a ce qu'on appelle alors quand vos données se révèlent sensibles selon des critères extrêmement précis édictés par la CNIL. Vous avez obligation à ce moment-là de faire ce qu'on appelle un PIA, qui est donc un assessment, une évaluation du niveau de sensibilité de la donnée et des moyens que vous allez mettre en œuvre pour garantir la protection. Il faut savoir que quand on rentre dans un PIA, ça prend plusieurs jours pour une donnée. C'est une batterie de plusieurs centaines de questions qui vous sont, alors plusieurs centaines, quoi, plusieurs dizaines de questions, mais qui donnent lieu à des sous-questions. Et donc c'est extrêmement lourd. On espère toujours ne pas tomber dans ce cas-là. Mais une fois de plus, pas de déclaration. La démarche RGPD, c'est une démarche qui commence par le registre des traitements, derrière les données et un certain nombre de processus que vous allez mettre en œuvre permettant de garantir la transparence, etc. Bon, nous sommes à votre disposition. Bruno est à côté de moi là. Si vous avez des questions sur Roland, pardon, est à côté de moi pour pouvoir répondre à vos questions concernant les audits. Là, donc, l'audit, c'est quelque chose d'assez spécifique, hein, puisqu'il s'agit quand même de regarder, de se mettre de l'autre côté, du côté du méchant, C'est ça. et voir un petit peu comment est-ce que je suis protégé, et surtout, est-ce que j'assume ma responsabilité de la protection des données que j'ai collectées, et donc auprès d'un particulier. Alors, il y a ce qu'on appelle, alors il y a deux règles, hein, mais il y a la première règle, c'est de dire que, en fait, c'est le 25 mai 2018 qui va marquer une barrière. Tout ce qui s'est passé avant le 25 mai 2018, on fait le mieux possible pour arriver à tendre vers un niveau RGPD satisfaisant, mais on accepte de ne pas avoir à dépenser des centaines de millions parce que ça n'a pas, voilà, bon. Donc il y a l'avant et l'après. Par contre, l'après, c'est très clair, hein, c'est que vous devez faire ce qu'on appelle du privacy by design. Donc vous êtes obligé, dès la conception de toute nouveauté, de nouvelles fonctionnalités, entre autres dans le logiciel par exemple, vous êtes obligé d'intégrer dès le début le RGPD. Euh, voilà. Donc
Donc il faut quoi, c'est toute une démarche, hein, quoi. Je voudrais juste quand même insister là-dessus, c'est que ça se fait pas comme ça. C'est une démarche, il faut sensibiliser les gens déjà qui sont acteurs par rapport à ça. Et derrière, il y a toute une démarche de reprendre les traitements. De toute manière, vous devez faire un registre des traitements de votre plateforme existante, hein. On va établir le niveau de sensibilité des données et donc on va établir quelque part une note, hein, de conformité RGPD. On va dire vous êtes à 6 sur 10, vous êtes à 8 sur 10. On va rentrer dans les données sensibles avec cette fois-ci donc le fameux PIA, l'assessment pour vérifier le niveau de protection des données. Et donc ça, vous le devez, hein, c'est-à-dire que même pour les données, c'est au moins avoir quelque chose qui est documenté. Et derrière, c'est de voir comment je peux progresser avec un plan d'action précis qui peut aller sur différents tableaux, qui peuvent être des tableaux techniques, qui peuvent tout ce qui est la renégociation avec les sous-traitants qui sont conformes ou pas à RGPD. Et donc, il y a un certain nombre de clauses qu'on va revoir dans les contrats. Il y a toute une démarche assez précise. Au passage, juste pour information, ce matin, donc, il y a eu dans Le Monde un article qui est sorti, écrit par la présidente de la CNIL, qui annonce que la tolérance sur le RGPD est finie et que donc ils allaient se lancer dans du contrôle massif au niveau RGPD. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y a quand même 230 personnes à la CNIL qui vont être maintenant exclusivement orientées vers le contrôle. Et toi, Roland, donc peut-être que pour profiter de ces petits moments de calme, c'est quoi les moments les plus étonnants que tu as pu rencontrer dans tes phases d'intrusion et d'audit, hein? Écoute, très simplement, enfin, c'est même très angoissant, j'ai envie de dire, quand on est un simple particulier et qu'on retrouve ses données personnelles dans un site web d'une organisation qui nous a demandé de l'auditer, on se sent d'autant plus concerné. Donc, quand on voit son nom, son prénom et ses adresses, toutes ses adresses, en s'imaginant alors que le site présentait des garanties de sécurité et ainsi de suite. Donc là, c'est particulièrement, c'est la fois où j'ai le plus été étonné de voir mes propres données sur un site que j'ai moi-même audité suite à la demande d'un client. Mais on s'aperçoit également du comportement, hein, des personnes. Le site en question ne chiffrait pas les mots de passe des clients. Et dans la poursuite donc de l'audit, on a essayé des couples le même mot de passe, hein, sur par exemple les adresses mail des personnes. Et nous avons pu ainsi accéder aux données personnelles de ces clients, avec leur consentement bien entendu. Mais il faut savoir que à partir de là, il était donc possible d'accéder à l'ensemble des services, hein, de ces personnes, notamment lors de l'utilisation des fonctionnalités de mot de passe, puisque la boîte mail sert beaucoup à ça. Ok, merci Roland. Et alors, une nouvelle question vient d'arriver. Alors, rappelez la définition de la donnée sensible. C'est très simple, hein. C'est toute information qui va s'attacher, qui va pouvoir être en lien avec un individu, hein. Donc, très simplement. Je vais vous donner quelques exemples qui surprennent. La géolocalisation, par exemple, quelque chose qui est considéré comme une donnée très sensible. Et en termes de RGPD, l'information précise d'un point sur lequel vous vous déplacez est interdite, hein. Et donc, on va donner des informations, des moyennes, par exemple, un transporteur qui se déplace, un conducteur de camion qui se déplace professionnellement pour faire un transport qui traverserait la France. Alors, on ne va pas pouvoir dire actuellement il est à la borne 12 de tel endroit, parce que ça le géolocalise et ça peut, des gens malveillants peuvent utiliser cette information à son détriment. Donc on va dire il est dans la zone un peu comme les radars où on dit maintenant que grosso modo ça se trouve à tel endroit. Globalement, c'est un peu pareil et donc c'est une information jugée sensible. Tout ce qui est évidemment numéro de sécurité sociale est une donnée extrêmement sensible puisqu'elle contient le sexe de l'individu, son lieu de naissance, etc., etc. Donc c'est une information qui est très sensible. Pour vous donner des exemples aussi, par exemple, moi j'aime bien utiliser l'exemple de la biométrie. Les gens qui utilisent, les entreprises qui utilisent les empreintes digitales pour rentrer dans des locaux sont a priori hors RGPD. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser la biométrie. Pourquoi ? Parce qu'on considère que la finalité du traitement
qui vise à faire rentrer quelqu'un dans un bâtiment, en utilisant la biométrie, c'est abuser, c'est utiliser une information qui peut être utilisée de façon malveillante dans d'autres cas, alors qu'on a plein d'autres moyens de permettre d'aller dans des locaux par badge, etc. Alors par contre, si on rentre dans une finalité qui est quelque chose d'extrêmement pointu en termes de sensibilité sur des données médicales, sur de l'ADN, des choses comme ça, bien entendu, on va pouvoir à ce moment-là dire bah, j'ai besoin d'une identification par biométrie au niveau optique, etc. Voilà, mais c'est vraiment, il faut que ça soit justifié. Et je termine juste sur la donnée sensible. Pour terminer, donc le fameux PIA, Protection, je sais plus quoi, Assessment, c'est donc là c'est un questionnaire extrêmement précis qui est formel que l'on doit remplir et chaque fois il y a des questions extrêmement précises qui nous sont posées et on dit bah oui, non, etc. Et à la fin, ça donne un niveau de sensibilité de la donnée si jamais c'est nécessaire. Donc pour terminer, je redonnerai la parole à Roland. C'est en fait on fait un PIA de PIA, c'est-à-dire qu'on fait un premier survol des données qui ont été identifiés dans la phase d'alimentation des registres, de traitement et de données. Et si on détecte quelque chose, à ce moment-là, on va prendre une ou deux données considérées comme, là pour le coup, plus sensibles, et on va rentrer dans le détail via le PIA. Il y a une application de PIA qui est disponible également sur le site de la CNIL que vous pouvez télécharger et qui vous permet de faire un PIA de vos données. Alors maintenant, c'est quand même un savoir-faire. Au passage, c'est là pour le compte, il faut avoir plutôt pas mal d'expérience pour sentir ce qui va vraiment être perçu en cas de contrôle en termes de sensibilité. Roland, c'est à toi. Oui, merci. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'un audit peut permettre de traiter ou aider à définir la donnée sensible au sein d'une organisation? Alors, si on considère la sensibilité d'un point de vue des données personnelles, un audit, oui, pourrait le permettre, mais il faut bien comprendre que la sensibilité d'une information n'est pas forcément liée à son caractère personnel, notamment à tout ce qui est mot de passe, bien sûr, puisqu'un mot de passe en tant que tel n'est pas considérée comme une donnée à caractère personnel, puisque normalement elle ne permet pas de lier une personne, de la relier à une personne, sauf dans les cas où les personnes choisissent dans leur mot de passe des informations personnelles, des numéros de téléphone par exemple, un nom, un prénom, ce genre de choses. Ça a pu arriver. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a bien deux types d'audits. Et donc la question là, elle peut peut-être être vue à deux niveaux. Donc l'audit au sens d'intrusion, tel qu'on vient de le voir, ne va pas s'intéresser à la notion de sensibilité, elle va s'intéresser à la sensibilité au sens de sécurité, mais pas à la sensibilité au niveau du caractère personnel d'une information. Par contre, l'audit qui va être fait par Top RGPD dans le cadre du RGPD, bien évidemment, va reprendre l'ensemble des données, vérifier qu'elles ont bien toutes été identifiées, et ensuite on va les réanalyser de manière à exprimer notre propre sensibilité vis-à-vis de ça, notre propre avis sur le truc, et vous garantir que si vous avez un contrôle de la CNIL, ben, ça se passera bien. Mais un audit, c'est quelque chose que je considère comme important parce que personne n'a vraiment. Aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe au niveau des entreprises, 70% des entreprises n'ont même pas démarré le RGPD. Donc on est dans un mode super simple. Pourquoi? Parce que jusque-là, la CNIL n'avait pas bougé et chacun disait bah, j'ai pas besoin de mettre le sujet en haut de la pile, on verra bien quand ça tombe. Bon, l'annonce qui a été faite ce matin dans Le Monde laisserait supposer qu'on passe à ça fait plusieurs mois qu'on en parle, du fait que ça allait démarrer, mais rien ne se passait. Mais là, bon, je pense que si la présidente de la CNIL annonce que c'est parti, c'est que ça, dans Le Monde en plus, je pense que c'est pas anodin. Et puis il y a une pression européenne très importante qui fait que la France a été pointée du doigt comme étant le mauvais élève dans sa phase de contrôle. Donc je pense qu'ils y vont naturellement. Donc l'audit, il faut le faire, il faut aller vite, parce que il semblerait que les bruits courent que la CNIL va faire des contrôles et n'acceptera pas des phases intermédiaires. Ne dira soit vous êtes vraiment abouti, soit vous l'êtes pas, et les sanctions tombent. Voilà, donc ça mérite quand même de tout de suite se faire une idée flash un petit peu de là où on en est. Ça prend une journée, c'est pas méchant. Et là, vous savez exactement quel plan d'action on peut commencer à construire derrière.
Bon, on va écouter, on vous laisse 2-3 minutes si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas. Bon, faut savoir que vous avez mon contact qui est affiché devant les yeux. On peut juste avoir des échanges, déjà des discussions autour de chaque situation pour vous permettre de bien cadrer et de voir un peu plus en détail comment ça peut se passer. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que le sujet du RGPD doit maintenant être pris de façon extrêmement sérieuse. Et puis, une fois de plus, c'est une bonne nouvelle, puisque malgré tout, nous allons être les personnes qui vont en bénéficier, hein. Donc, chaque citoyen européen se verra protégé de plus en plus au niveau de ses données personnelles, ce qui est quand même une bonne nouvelle, quoi. Alors, la non-répudiation, donc, dernière question. Donc, la non-répudiation, c'est un vrai sujet d'ailleurs, hein. On le voit même pour ceux qui connaissent un peu la technologie de la blockchain, hein. C'est le principe de la non-répudiation, bah, c'est que à partir du moment où il y a un acheteur qui achète quelque chose, prenons le cas d'e-commerce, hein, c'est plus simple. Un acheteur achète quelque chose sur Internet à un fournisseur, hein, eh ben, il faut que les deux parties soient bien identifiées, déjà, de manière à ce que. Donc, ça pose au passage des questions RGPD, puisque, par exemple, bah, je dois transmettre une carte d'identité, bah, je la transmets comment? Hein, si vous me faites par email, c'est une catastrophe, hein, parce que c'est absolument pas sécurisé, donc on va passer par des liens un peu spéciaux, etc. Et puis, d'autre part, il y a la notion donc de la contractualisation. Je veux acheter un sèche-cheveux avec un certain nombre de caractéristiques. Bah, effectivement, on va m'envoyer ce sèche-cheveux et le fournisseur sera bien payé. Moi, je récupérerai bien le bien. J'aurai capacité à réagir derrière, ce qui explique pourquoi il y a des lois un peu particulières sur Internet, hein, parce que dans les 7 jours, je peux renvoyer sans aucune justification le bien qui m'a été transmis. Et voilà, c'est ça la non-répudiation, qui n'est pas sur la donnée en elle-même, mais qui est bien dans la notion contractuelle. C'est un vaste débat actuel sur Internet, hein, qui dit que Internet est trop flou et les gens peuvent être anonymes, et ce qui n'est pas normal dans un monde de confiance, hein. Et donc, il y a aujourd'hui pas mal d'émergence, hein, en termes de réflexion autour d'un deuxième Internet qui serait créé, qui serait dans un monde où là, les gens seraient identifiés. Et alors après, on accepterait ou pas d'y être, hein, mais voilà. Bon, écoutez, il n'y a pas d'autres questions, ben, merci d'être venu nous rencontrer. N'hésitez pas à me contacter ou à contacter l'équipe, vous serez toujours les bienvenus. Et n'oubliez pas, donc a priori, je vous invite à aller regarder l'article dans Le Monde, hein. Mais et je l'ai marqué ce matin aussi sur mon site, donc vous pouvez aller voir sur LinkedIn, hein. Et donc faites attention et surtout lancez-vous dans cette belle aventure. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au Au revoir. revoir.